La littérature n'a pas cherché qu'à faire rêver l'homme, elle a aussi voulu le faire cauchemarder, lui faire peur. Pour cela, les auteurs se sont tournés vers ce qui leur semblait inquiétant, le passé et les recoins obscurs. Quoi de mieux alors que les ruines d'abbayes, les châteaux du Moyen-Âge ou encore les manoirs poussiéreux? La littérature gothique du XVIIIe siècle est fondatrice, elle s'est saisie de ces lieux pour faire naître l'étrange et le menaçant. Mais vouloir faire peur n'est pas qu'une ambition européenne, c'est aussi celle des auteurs américains dès le début du XIXe siècle. Sauf que je ne vous apprends rien, aux États-Unis, il n'y a pas de passé d'homme blanc, pas de ruines, pas de châteaux, aucun des lieux qui constituent la littérature avec laquelle ont grandi des auteurs tels que Poe ou Lovecraft. Alors comment ont-ils fait? Comment les auteurs américains ont-ils réussi à faire peur sans ruines? Comment faire du gothique quand on n'en a pas les éléments chez soi? Tel est probablement l'un des plus grands défis et des plus grands succès de la littérature américaine. Je vous propose donc aujourd'hui d'explorer le gothique américain et d'en découvrir ses auteurs, ses enjeux et ses traits de génie. Le gothique, c'est une littérature qui est inspirée de l'architecture du même nom. Les lieux sont donc un élément central de cette littérature, abbayes, châteaux, passages secrets, greniers, etc. Comme l'explique très bien Jean-Pierre Nogrette, l'architecture inscrit l'angoisse dans les lieux mêmes. Il joue avec la verticalité, c'est-à-dire un axe de l'imaginaire, des secrets cachés soit au-dessus, soit en dessous. Greniers, cryptes, tours, escaliers, etc. Le premier roman gothique apparaît à la fin du XVIIIe siècle en Angleterre, il s'agit du Château d'Otrante d'Horace Walpole. Publié en 1764, il raconte l'histoire d'une jeune femme qui se retrouve forcée d'épouser le père de son fiancé qui vient de périr mystérieusement. Il s'agit de perpétuer la lignée aristocratique à tout prix. L'héroïne va donc essayer d'échapper à ce terrible destin. Au-delà du lieu, cette littérature se caractérise par un certain nombre d'invariants. L'histoire se déroule dans le passé et il y a un mystère que souvent une jeune femme va essayer de percer. Celle-ci incarne la vertu, l'innocence menacée. Face à elle, il y a des figures du mal, des prêtres lubriques, des grands méchants, des brigands, qui n'hésitent pas à commettre des actes épouvantables. Il s'agit de provoquer l'angoisse, voire la terreur et l'horreur chez le lecteur. Comme le dit très bien Abolita, parfois c'est un peu kitsch, mais dans l'ensemble, c'est plutôt efficace. Quand on lit un roman gothique, l'ambiance et les frissons sont bien là. C'est avec ces codes que les auteurs américains du XIXe siècle se construisent et sur lesquels ils vont se baser pour produire leur littérature gothique. Le premier et le plus célèbre d'entre eux est bien évidemment Edgar Allan Poe. Auteur de nombreux contes, il sait les rendre glaçants et terrifiants. Il reprend les éléments du gothique anglais et notamment le lieu avec des manoirs, des grandes maisons vides qui craquent. Tout est lugubre et oppressant. Comme par exemple dans La chute de la maison Usher, ces lieux abritent des personnages incarnant une certaine décadence morale et familiale. La ruine n'est pas que financière, elle est aussi physique, mentale, bref, les personnages ne vont vraiment pas très bien. La maison, c'est la demeure mais c'est aussi la famille, et les deux peuvent être en ruine. Dans ces lieux obscurs, la femme aimée est à la merci d'un narrateur instable. En effet, chez Poe, le jeu est névrosé, hypersensible et inquiétant, en proie à des hallucinations et des questions existentielles. Il révèle le monstre tapi en lui, mais aussi en chacun de nous. Et pour cela, Poe n'a pas peur d'utiliser le grotesque. Pour Marc Poré, Poe revisite le gothique anglais et le revitalise, tout en restant toutefois dans la tradition européenne et romantique. Ce qui est américain dans les œuvres de Poe, c'est davantage leur ancrage politique. On ne le voit plus aujourd'hui, surtout en tant que Français, mais il s'en prend à certains courants de pensée de son époque et à certains écrivains. Ce n'est donc pas ce qui participe vraiment du gothique, mais plutôt de l'humour grinçant qui caractérise son style. La question reste donc entière, comment écrire un gothique proprement américain? Comment inventer une tradition qui n'existe pas encore? On l'a vu, le lieu est un élément essentiel de la littérature gothique, et c'est sur ce point central que les Américains de la deuxième moitié du XIXe siècle vont innover. Ils vont proposer une nouvelle architecture pour un gothique vraiment américain. Si le gothique anglais c'est ça, le gothique américain pourrait être représenté ainsi. On voit à l'arrière-plan une maison à pignons qui rappelle le style géorgien tel qu'il s'est répandu dans les colonies anglaises à la fin des XVIIIe et XIXe siècles. À partir de 1850, ce style colonial fait partie intégrante de l'architecture locale américaine. La maison à pignons n'est plus vue comme un héritage anglais, mais comme un élément du paysage américain, donc de son identité.
Parce que ces maisons sont hautes et pointues, elles peuvent être inquiétantes sans être gothiques. C'est un espace typiquement américain dans lequel peuvent se cacher secrets et crimes. Il suffit de regarder le tableau pour voir qu'ils ne sont vraiment pas nets. C'est dans cette maison à pignon que peut naître un art de la peur propre aux États-Unis. Il n'est donc pas étonnant que ce paysage de la Nouvelle-Angleterre ait vu naître deux grands maîtres de l'horreur, Lovecraft et Stephen King. Cette maison à pignon est le nouveau château, le nouveau manoir hanté, et il suffit de penser à Beetlejuice dans son grenier pour voir que cet imaginaire perdure toujours. L'Amérique a trouvé l'architecture propre à incarner sa version de la littérature gothique. La maison à pignon renvoie au passé colonial des États-Unis et donc aux colons anglais. Bien que cette architecture soit postérieure, elle permet d'incarner un passé plus ancien de l'Amérique et donc de remonter au XVIIe siècle. Là où le gothique anglais utilise le Moyen-Âge, c'est dans le passé puritain de leur pays que les auteurs américains vont faire naître l'effroi. Dans La Maison maudite de Lovecraft, le narrateur essaie de comprendre l'influence putride et néfaste de la maison sur la santé, notamment mentale, de ses habitants successifs. Pour cela, il va mener l'enquête dans la maison elle-même, selon le schéma gothique habituel, mais aussi dans l'histoire de la maison, et remonter ainsi aux colons qui l'ont construite. L'atmosphère irrespirable n'est pas due qu'aux champignons ou au surnaturel, elle provient du passé, qui pèse sur les nouvelles générations. On comprend que Lovecraft place dès les premières pages son récit dans l'héritage de Poe. L'auteur fait ainsi un pas de plus à partir de ses modèles, un pas propre à l'histoire de son pays. En effet, le passé américain est propice au malaise et à la peur, car il va de pair avec le puritanisme. En 1620, des puritains anglais arrivent à bord du Mayflower et s'installent en Amérique où ils fondent Plymouth. Ce sont les Pilgrim Fathers qui deviendront par la suite une image caractéristique des États-Unis. C'est dans ce contexte que Nathaniel Hawthorne place plusieurs de ses romans, dont le plus célèbre, La Lettre écarlate, publié en 1850. En 1642, dans une colonie de la Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis, Esther Prynne, une jolie jeune femme, attend son mari, censé la rejoindre dans ce nouveau pays, et dont elle n'a aucune nouvelle depuis des années. Elle tombe enceinte d'un autre homme, ce qui provoque un scandale dans cette petite ville. Après plusieurs mois de prison, elle est condamnée par les autorités politiques et religieuses à porter toute sa vie la lettre A de adultère. Cela parce que telle est la faute qu'elle a commise, mais aussi et surtout parce qu'elle refuse de donner le nom de son amant. L'atmosphère de ce récit est extrêmement pesante, on a l'austérité, la superstition, la violence de la loi. À cela s'ajoutent des éléments inquiétants qui vont menacer Esther, qui incarne la jeune femme à la merci de la population, mais aussi de son mari qui est enfin de retour. S'il est question de forêt, de sorcières ou encore du diable, la menace réelle vient bien du mari. À l'image des romans gothiques anglais, c'est un être malfaisant qui cherche à se venger sans lésiner sur la cruauté ou la perfidie. Il aurait même le pouvoir étrange de voir dans le cœur des gens. D'ailleurs, mention spéciale à la scène de pacte dans la prison qui est absolument glaçante. Nathaniel Hawthorne mêle parfaitement les bonnes recettes du gothique anglais à l'imaginaire américain, des pèlerins puritains et des sorcières. Voici comment le résume Jean-Pierre Nogrette. Le gothique américain transpose ainsi les motifs du gothique anglais sur fond de persécutions religieuses puritaines, où la Bible est prise au pied de la lettre, et où les questions entêtantes de la damnation transmise de génération en génération et d'un pardon éventuel sont posées. Ce sont d'ailleurs les thèmes que l'on retrouve dans la série Wednesday de Tim Burton, où l'homme puritain n'a là encore pas vraiment le beau rôle. Le gothique n'a pas pris qu'en Nouvelle-Angleterre, il est aussi très présent dans le sud des États-Unis, où il a infusé des thèmes propres à l'expérience américaine pour constituer un gothique sudiste. Là, il n'est plus question d'anglais, la littérature sudiste s'inscrit dans une géographie et une histoire proprement américaine, la guerre de sécession. En très gros, l'armée sudiste pro-esclavage a perdu la guerre, et cette défaite hante la population. Le passé sature le présent jusqu'à l'étouffer. La littérature sudiste se caractérise donc par des personnages qui sont les vaincus de l'histoire et qui entretiennent des relations violentes. En effet, le racisme et l'esclavage constituent un thème central, les personnages blancs étant soit des anciens grands propriétaires terriens qui préfèrent l'inceste au métissage, soit des petits blancs, c'est-à-dire des fermiers pauvres. Tous étant tarés, idiots, malheureux et méchants. Telle est la base propice à une nouvelle forme de gothique. Ce gothique du Sud repose notamment sur l'architecture. On trouve le topos de la maison, très belle mais un peu effrayante, car elle repose sur le péché originel de cette région, c'est-à-dire l'esclavage.
Elle est donc la gardienne de terribles secrets. Fermée, elle est inaccessible aux yeux extérieurs qui cherchent désespérément à percer le secret de ses habitants. C'est ce qui occupe le personnage principal de la première moitié du roman Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. La petite scout cherche à découvrir ce qui est arrivé à celui qu'elle appelle Bouradley et qui vit reclus chez lui. Il lui fait peur comme un fantôme qui est entré la maison voisine. C'est une figure relevant d'un passé que la narratrice n'a pas connu et qui en serait toujours prisonnière. Les adultes, eux, ayant été témoins de ce passé, savent, mais ne disent rien. Bouradley n'est pas un personnage rare, au contraire, la littérature sudiste aime mettre en scène des personnages grotesques, caricaturés, hors normes. Des géants, des bossus, des infirmes, il y a vraiment une variété de personnages étranges, souvent obligés de vivre en marge. L'autre, qu'il soit indien, noir ou différent par son physique ou par sa sexualité, remplace les fantômes ou les projections surnaturelles du gothique anglais. Il reste l'objet de fantasmes entre mystère et menace que le blanc du Sud va chercher à rejeter ou à éliminer. Les auteurs exposent donc les mécanismes qui régissent la société de ces États du Sud. Carson McCullers est sûrement celle qui a mis en scène l'altérité avec le plus de tendresse. C'est avec beaucoup d'humanité qu'elle fait la part belle au laissé-pour-compte dans Le cœur est un chasseur solitaire, où elle montre l'étendue terrible de leur solitude. Vous l'aurez sûrement senti, le gothique du Sud, ce n'est pas gai, même si certains auteurs peuvent être très drôles dans leur manière d'exhiber la petitesse des gens. C'est le cas par exemple de Flannery O'Connor, qui cherche toujours le grotesque le plus énorme. Cependant, même chez elle, le gothique est assimilé au tragique. Il suffit pour cela de lire la première nouvelle « Les braves gens ne courent pas les rues » pour s'en rendre compte. Nouvelle que je vous conseille d'ailleurs vivement. Dans le Sud, il est de coutume de se raconter des histoires dites gothiques, ce qui sous-entend qu'elles rappellent en partie leur modèle anglais, mais surtout qu'elles vont mêler l'amour et la mort. C'est dans cet imaginaire typique que prend place la nouvelle Une rose pour Emily de William Faulkner, qui est d'ailleurs probablement la meilleure nouvelle jamais écrite de toute l'histoire de la littérature. C'est une pure merveille. On s'y déplace à travers différents points de vue et différents moments, pour essayer, indice après indice, de reconstituer qui était Miss Emily et quel était le secret qu'elle cachait dans sa maison où elle vivait recluse depuis des années. Je n'en dis pas plus. Tout est là, dans ces 30 pages de perfection, on tourne autour d'un personnage en espérant parvenir à le saisir. On découvre le fardeau de son passé, ses espoirs déçus, le poids de son quotidien, sa solitude et sa honte. Tout cela, on l'apprend à travers des bribes, des anecdotes, des rumeurs, ce que certains ont vu, ce que d'autres ont dit. Le lecteur aussi est un habitant de cette petite ville qui cherche à comprendre la figure à la fois familière et étrange que représente Miss Emily. Le gothique du Sud, c'est donc une veine sociale marquée par la misère et la violence. On ne s'étonne donc pas que nombre de ces auteurs aient obtenu le prix Pulitzer, alias le prix L'Amérique et ses problèmes. Cet aspect réaliste est mélangé à un imaginaire gothique de ténèbres, de secrets et de passion. C'est le combo de ces deux éléments qui caractérise ce qui est certainement l'expression la plus américaine et la plus fascinante du gothique, la littérature sudiste. Le gothique américain, c'est donc la littérature d'un pays à l'histoire tourmentée, entre massacres, colonialisme, indépendance et guerre civile, un pays idéologiquement divisé. Face à ces divers bouleversements, les angoisses se matérialisent dans la littérature, puisant dans le modèle anglais le terreau à l'expression de ses propres peurs. Le gothique américain, c'est la constitution d'une identité qui reflète l'expérience américaine, aussi dans tout ce qu'elle a de plus menaçant et de plus incertain. J'espère que cette exploration du gothique américain vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager. Merci et à la prochaine!